macule, utricule du vestibule, des canaux semi-circulaires. On a pas mal pas mal, même beaucoup d'examens, des potentiels évoqués pour le nerf auditif, on n'en parlera pas trop. Des autométries positionnelles ou non positionnelles, l'impédance métrique, des autopositions pour tout ce qui est auditif, des potentiels évoqués auditifs avec une mesure d'amplitude pour la fonction saculaire, l'utricule par la verticale visuelle subjective, la contre-torsion céphalique, le fauteuil décentré. Ce sont des techniques qui sont utilisées dans la rééducation, on en reparlera tout à l'heure. Le VHIT pour le canal semi-circulaire supérieur, les canaux latéraux, on le verra ici avec tout un panel d'examens et surtout les caloriques qui sont aujourd'hui des caloriques simultanées bilatérales. On verra que ça va être extrêmement intéressant dans l'examen rapide de l'ensemble des canaux. Le canal postérieur par le VHIT, encore des PO, mais non pas en amplitude, mais en latence pour ce qui est du nerf vestibulaire inférieur. Vous voyez qu'on peut utiliser un même examen de différentes façons. Le nerf vestibulaire supérieur, il y avait le VNG, mais il n'est pas très précis en calorique. Donc l'IRM, c'est pour l'instant l'examen de référence. Et on peut rajouter l'éco-dia, qui maintenant nous aide beaucoup pour la même manière. Le T-flag, on le verra, l'impédance-métrie décrite, explorée par Darrouzet sur Bordeaux dans la même manière. Les potentiels évoqués autolytiques, mais oculaires, vous verrez qu'ils ont un intérêt essentiel dans l'exploration des vertiges. Ça, on n'en parlera pas trop. La VVS dynamique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec l'acuité visuelle dynamique. Les caloriques simultanées, je vous en parlais, je vais vous les décrire. La nouvelle version du VHIT, et ça j'insisterai un petit peu, c'est essentiel. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair, la version 1 du VHIT n'est pas fiable. Et ça c'est important parce que vous allez acquérir ce type de dispositif pour tester vos canaux. La version 1 n'est pas fiable, on a des couverts de saccades qui perturbent le signal. Vous avez énormément de faux négatifs dans l'examen. Donc je vous le dis, on en reparlera. L'analyse en monde d'être, vous verrez l'intérêt en posturographie. Et bien sûr l'IRM et le CONBI pour le scanner qui ont amélioré notre prise en charge. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et c'est volontaire. Et ça, nous le maîtrisons et je pense qu'il faut le garder. Et l'acuité visuelle dynamique, on en parlera tout à l'heure. Donc bien sûr, quelque chose qui est intéressant, puisqu'on est au RL, entre l'audition et l'équilibre. Vous voyez que quand on teste l'audition, c'est pour nous naturel de voir différentes fréquences. Et pour l'équilibre, c'est pas si évident que ça. Et quand j'étais interne, on ne m'a jamais expliqué ça. En fait, l'équilibre, ça se teste aussi à différentes fréquences. Ce n'est pas juste un examen qui va tester l'équilibration. Et donc, en fonction des fréquences que vous allez tester, vous allez avoir différents examens. Et c'est pour ça que certains patients ont des examens normaux ou avaient des examens normaux auparavant, avec des symptômes très gênants, parce qu'on ne savait pas tester toutes les fréquences. Donc ça, c'est important de voir que si on regarde un petit peu sur les mouvements naturels entre 0,5 Hz et 5 Hz, on a un panel d'examens. Vous voyez que les caloriques testent des très basses fréquences, quasiment pas physiologiques. Le vibrateur osseux, des très hautes fréquences. Et vous avez au milieu les fauteuils rotatoires, le VHIT, le edging test, l'acuité visuelle dynamique. Vous voyez qu'il faut aussi raisonner en fréquence lorsqu'on s'intéresse au vestibule. C'est quelque chose qui n'était pas forcément très clair lorsqu'on débute. Donc quoi de neuf? La première chose, c'est l'exploration du système autolytique. Alors, vous savez tous que les potentiels évoqués autolytiques sont très intéressants avec cette onde négative et puis positive, ou positive et négative, parce que ça se met à l'envers. Et c'est pareil, on va pouvoir analyser la profondeur de l'onde et surtout la technique du seuillage. Donc ça, c'est intéressant pour tester la fonction utriculaire et les syndromes autolytiques, puisque ça va être le rétrocontrôle du système vestibulaire sur le système musculaire. Donc il y a des indications et des avantages. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est très sensible, 80% pour la recherche de neurinome de l'acoustique. C'est très intéressant lorsque vous avez un patient, par exemple Ménière, que vous avez traité par gentamicine, ou même une neurotomie vestibulaire, et qui a encore des symptômes. Et les PEO sont beaucoup plus sensibles pour aller tester et vérifier qu'il reste encore des fibres fonctionnelles qui sont perturbatrices pour le patient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Ça permet de latéraliser le côté lorsqu'on a un Ménière bilatéral et qu'on veut traiter. Ce n'est pas toujours évident. Les PEO vont nous dire le côté le plus déficitaire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est mon objectif. Bien sûr, dans le même sens, recherche de signes d'arréflexie bilatérale, c'est le même argument. Et ce n'est pas soumis à une compensation centrale. Donc, il y a un intérêt médico-légal. Quand un patient simule qu'il y a des PO normaux, est normal. Donc ça, c'est très intéressant. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Eh bien, on a les PO oculaires. Donc ça, c'était les PO cervicaux. Les PO oculaires sont assez intéressants, qui vont analyser en fait, lorsque là, on a une fonction saculaire, une macule saculaire qui est déficitaire. Vous voyez qu'on n'a plus
de PO20 cervicaux, et par contre, on a une projection oculaire. Et donc, par le biais du nerf vestibulaire supérieur, on peut aller tester les PO de cette façon-là. Donc, c'est intéressant, ça complète encore, ça affine encore l'examen de la fonction autolytique. Donc, ça teste la fonction triculaire. C'est altéré dans les syndromes de Minor, les déhiscences du canal semi-circulaire supérieur, et surtout pour ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est altéré dans les ménières et surtout dans les tumarques. Et ça va être quelque chose qui va être très indicateur de dysfonction assez aiguë, avec une perte du signal visuel, comme on peut le voir dans les tumarques. En fait, juste pour vous dire que le PO oculaire complète le PO cervical, pour cette raison. L'exploration du système canalaire. Donc ça, vous savez tous qu'on a une VNG, une vidéodystanographie, donc vous savez tous que le principe d'avoir une calorique, d'avoir un pendulaire, de suivre, je ne vais pas faire le cours sur la VNG, juste pour aller sur l'essentiel des argumentaires. Donc c'est intéressant, pourquoi la VNG? Quand on a une suspicion de déafférentation aiguë ou ancienne, on va voir un petit peu cette prépondérance. C'est une fonction du nerf vestibulaire supérieur. Rappelez-vous que la VNG, en particulier la calorique, va tester le nerf vestibulaire supérieur. Rappelez-vous aussi que la VNG, quand c'est des stimulations rotatoires, teste les deux oreilles, on n'est pas indépendant. Donc nerf vestibulaire supérieur, pas du tout nerf vestibulaire inférieur. Donc ça va rechercher les signes centraux, et là, c'est un vrai intérêt pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie centrale. On va aussi rechercher les signes en faveur du nerf réflexif latéral, et ça ne teste que le canal latéral, donc n'oubliez pas ça. Donc il y a un intérêt qui est assez limité dans le ménière, parce qu'on a parfois un déficit, parfois on a une hyperréflexie, et qui va perturber l'équivalence. Donc c'est pas quelque chose qui est très fiable dans le ménière, retenez ça, la VNG et les calories ne sont pas extrêmement fiables dans le ménière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'étude des canaux verticaux par les épreuves caloriques simultanées. Alors, dans le ménière, plus ou moins intéressant, mais je voulais vous parler de ça, parce que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, parce que quand on n'a pas le VHIT, avec une simulation calorique, en faisant un petit... il faut un peu se bouger pour aller très vite au niveau des bilatérales, mais on peut le tester plusieurs canaux en même temps, et en 3 ou 4 minutes. Alors, l'intérêt des épreuves caloriques simultanées, donc on va stimuler de manière calorique les deux oreilles en même temps. Lorsqu'on stimule les deux oreilles en même temps, donc froid c'est 25 degrés, pendant environ 40 secondes, en fait on supprime l'inhibition centrale, en fait on a une stimulation équivalente des deux canaux latéraux. Et donc ça c'est extrêmement sensible, puisque si on a une asymétrie de l'inhibition centrale sur le canal latéral par un neurinome, on va le dépister de façon beaucoup plus fine qu'avec un VNG classique. Ça c'est une chose, c'est assez intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en inhibant les deux canaux latéraux, ce qui va rester comme stimulation, c'est une partie du canal antérieur ou supérieur. Et donc on va pouvoir, avec une stimulation bilatérale simultanée, tester un canal antérieur et l'autre, vous allez voir comment. Donc c'est un intérêt pour les déhiscences des canaux semi-circulaires supérieurs, pour les névrites tronquées d'un seul canal, et pour la réflexie bilatérale, on va pouvoir aller tester en plus du canal, vous avez une réflexie au VNG, mais peut-être que le canal supérieur marche, puisque le VNG ne teste que le canal latéral. Et là vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans votre examen, sans avoir le VHIT qui coûte très cher. Donc, alors il faut me suivre, parce que moi, quand Maya Elzia me l'a expliqué, je me suis accroché. Donc, ce qu'on fait, on retient qu'on a stimulé de manière bilatérale les deux canaux latéraux, donc on les a inhibés. C'est une stimulation asymétrique qui sont normaux, ils sont inhibés. Donc il ne nous reste que le canal supérieur, qui va être un petit peu stimulé par la stimulation calorique. Lorsque vous allez coucher le patient, la tête du patient sur l'épaule, vous allez horizontaliser le canal supérieur, et donc vous allez l'annuler. Donc le seul qui vous testez, c'est l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on ne teste plus qu'un seul des deux canaux antérieurs quand on penche la tête d'un côté et de l'autre. Donc une simulation calorique bilatérale. D'accord? Avec un tête penché d'un côté, on teste un canal, tête penché de l'autre, on teste un canal. Donc en 3-4 minutes, vous avez un test des canaux latéraux, si ce n'est pas asymétrique, et des canaux supérieurs. Donc on répète de l'autre côté, donc en 4 minutes, on teste l'asymétrie des latéraux, s'il y en a eu, et s'il n'y en a pas, on teste les deux canaux supérieurs. Et ça, on doit l'équipe de Némé, à l'équipe de la Lavoisière de Philippe Herman, et à Pierre Nicoli, qui est par Carpentras, qui vraiment est un grand spécialiste dans le sud de la France de l'hypertension. Donc ça, c'est voilà, intéressant, quand on n'a pas le VHIT, on peut aller un petit peu plus loin dans les symptômes. Le VHIT, puisqu'on en parlait. Alors le VHIT, vous savez à peu près ce que c'est. On place le patient devant une cible qui va détecter le mouvement pupulaire. Et là, on voit quand même toutes ces explorations et ces avancées énormes avec une mère qui nous a quittés il y a quelques années. En fait, on va bouger la tête dans un sens et dans l'autre de manière assez brève, fugace. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça fait une stimulation qui est involontaire. On va bouger la tête, mais ce n'est pas le patient qui bouge, donc c'est involontaire. Si on a une stimulation involontaire, normalement, il n'y a pas de mouvement des yeux.
Vous bougez la tête de la personne, les yeux ne doivent pas bouger. Si les yeux bougent, ça veut dire que les yeux ont été entraînés par la tête et ils ont rappelé. Ça s'appelle une saccade de rappel. Et c'est cette saccade de rappel qui est pathologique et qui va vous dire si le canal est pathologique, parce que vous bougez dans le sens du canal. Donc on peut tester tous les canaux. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc l'œil ne doit pas bouger lors d'un mouvement qui est dit passif. Le patient ne fait pas un mouvement, c'est l'examinateur qui le fait. La saccade de rattrapage est pathologique, elle teste le canal qui est déficitaire. Alors, ça va vraiment tester la réflexive, parce que si on bouge dans tous les sens et qu'on a des canaux qui ne répondent pas, on a une réflexive vestibulaire. Il faut avoir le PHT. C'est un peu ce qu'on a fait pour la VLG canal. On a un diagnostic de névrite extrêmement rapide. Si on a une aréflexie des 3 canaux d'un côté, on sait que ce n'est pas possible d'autre chose que ce soit une névrite. Ça confirme l'extension de la réflexive vers les hautes fréquences, parce que c'est un test qui teste, vous l'avez vu tout à l'heure, les hautes fréquences. Et les hautes fréquences, elles sont assez représentatives de ce que le patient vit au jour le jour. On va faire un demi-tour rapide ou autre chose. Ça signe les déhiscences, c'est un canal supérieur qui est atteint. Ça peut localiser la névrite si on a une névrite tronquée. Le seul problème, c'est que on a des couverts de saccade. Alors vous savez que la saccade, quand elle est pathologique, il y en a une qui se fait après le mouvement. On bouge, boum, saccade, ça va. Il y en a une qui peut se faire pendant le mouvement. C'est-à-dire que pendant qu'on tourne la tête, le système n'est pas très déficitaire, boum, il y a une saccade qui est pendant le mouvement. Et le VHT version 1 ne la détecte pas. Donc vous vous retrouvez avec un faux négatif, un canal qui répond en vert alors qu'il est déficitaire. Donc seule la version 2 vous permet d'avoir une élimination de ces couverts de saccade. Bon, là je ne vous le montre pas, mais voilà, on peut aller nettoyer le signal pour aller récupérer la couvert de saccade. Donc juste retenez que la version 1 est un peu embêtée par ces couverts de saccade, donc des saccades qui sont pendant le mouvement de tête que vous allez faire. C'est assez facile à faire, il faut s'entraîner, mais c'est assez facile. Donc vraiment version 2, donc n'essayez pas de vous... On ne vous fourgue pas une version 1, après, ça n'est pas nul, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. La posturographie. La posturographie, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Au début, on s'était dit, allez, c'est pour la rééducation, c'est pour le kiné. Je crois que c'est toujours le cas, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé en pratique courante, surtout parce qu'on a de plus en plus de patients qui viennent avec une instabilité chronique, qui ont des sujets âgés, qui sont multidéficitaires. Donc on a le frein viral, on a les quick tests, on a Siapsis qui a aussi un système. Alors, pour le principe c'est quoi? C'est qu'on va aller extraire de l'information posturale du patient les différentes pondérations de l'information visuelle, de l'information des membres et de l'information vestibulaire. Donc attention, c'est du calcul mathématique. C'est de l'extrapolation. Quand je vous dis vision, somesthésie, on va faire un exemple, et à 100%, 80%, c'est de l'extrapolation. C'est-à-dire que les 6 conditions du patient, plateau instable, plateau pas stable, le champ visuel qui bouge ou pas, en fonction de vitesse, ça change, mais c'est la même valeur. On va juste extraire l'information visuelle, comment le patient utilise ses yeux, comment le patient utilise ses membres, et comment le patient utilise les oreilles. Et c'est des maths. Donc les maths, ça peut se tromper, c'est de la statistique. Donc ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire qu'il faut le prendre avec considération en fonction de ce que le patient fait. Donc, vous allez pouvoir extraire les informations somesthésiques, visuelles et vestibulaires. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir pondérer, on le verra tout à l'heure aussi, vous allez pouvoir pondérer le degré d'utilisation de l'information visuelle par le patient. Et vous savez que dès qu'un patient a un problème vestibulaire, si on a un problème vestibulaire aigu, la première chose que le cerveau va faire, il va pondérer sur les yeux. C'est le mode survie. Tu vas te casser la gueule, tu vas te casser la figure, tu ne peux plus te faire marcher, utilise tes yeux uniquement pour pouvoir être en mode survie, au moins tu pourras marcher avec les yeux. Le problème, c'est la dépendance visuelle, c'est que dès qu'elle est perturbée par une ambiance un petit peu large, par un défilement visuel en voiture ou en train, par un supermarché ou autre chose, et bien le patient est installé. Donc cette dépendance visuelle qui est le dernier paramètre, on verra d'autres exemples tout à l'heure, qui est dans la rééducation vestibulaire, je vous en montre quelques-uns. Cette dépendance visuelle, elle est pathologique, si elle est symptomatique. Si le patient décrit ce qu'on appelle le syndrome du supermarché, ou un défilement visuel important, il n'est pas bien, ou dans la nuit, il n'est pas bien, ou au supermarché, il n'est pas bien, vous avez une dépendance visuelle qui est symptomatique, vous la voyez en posturographie, le seul boulot du kiné, c'est de la faire réduire. Donc le kiné va travailler grâce à la posturo pour faire réduire cette dépendance visuelle. Donc ça, c'est bien. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Regardez que la partie haute du tableau, c'est la mise en onde nette. Donc là, il y a 2 patients. Un patient A, et vous avez la synthèse, somesthésie 100%, vision 100%, vestibule 100%, dépendance visuelle 0%. Et le patient B, exactement le même profil. Donc la posturographie, elle s'arrête là. Vous avez 2 patients qui ont le même profil posturographique.
Ça me rend le problème du patient B qui vous dit franchement je ne suis pas à l'aise. Hein. Ça a bien marché la rééducation, mais je ne suis pas à l'aise. Et lui il vous dit non, je vais très bien, je vais faire du skate demain, ou du surf. Et vous ne savez pas ce qui se passe. À partir de l'information du stabilogramme, de la posturographie, on peut extraire des données qu'on appelle fréquentielles. L'analyse en ondelette, c'est une analyse mathématique qui a pour but d'extraire pas que la posturo pour tout, ça se fait pour les marées, pour l'électricité, en astronomie, extraire l'intensité de l'énergie dépensée pour arriver au résultat. Donc pour le patient vestibulaire, quelle énergie le patient va dépenser pour avoir cette synthèse vestibulaire. Donc le patient B qui n'est pas très bien, il arrive à avoir sa posture qui est correcte, mais il n'est pas bien. Quand vous voyez l'extraction en ondelette, vous voyez que ce patient B, c'est facile à lire pour nous, dans le diagramme, plus c'est bleu, mieux c'est. Le patient A, il met très peu d'énergie pour avoir son résultat, alors que le patient B, il est à fond les manettes. Ça veut dire que le soir à 5 h, il est crevé. Il a mis toute l'énergie qu'il pouvait pour maintenir cette posture. Et bien sûr, le patient B, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est un patient âgé. Et dès qu'on va lui parler en même temps qu'il va marcher, il va se casser la figure, se casser comme du fémur, l'hospitalisation, etc., etc. Donc cette énergie est quelque chose d'extrêmement intéressant pour le kiné et pour l'ORL, pour pouvoir dire, ben, il est bien, mais je n'ai pas fini. Il faut que je fasse réduire cette quantité d'énergie. Donc retenez un exemple de dette qui en fait est fourni avec la posture. Quel que soit le matériel, vous pouvez extraire l'information de dette. Autre chose qui est intéressant en posturographie, et qui est de plus en plus utilisé par les kinés, et qui devrait être utilisé par les ophtalmologues, c'est l'acuité visuelle dynamique. Alors c'est très simple à comprendre. On vous fait lire quelque chose, en fait on vous fait bouger en même temps. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Je pars, on part en marchant, et hop, je lis que c'est bien la route un tel, que c'est bien l'avenue machin, et je lis mon livre et je marche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un reflet de la vie quotidienne des patients, de notre vie quotidienne. Seulement le problème, c'est que ce n'est pas utilisé, et c'était extrêmement sensible. Et donc, l'acuité visuelle, on mesure comme chez les ophtalmos, va être un reflet de l'intensité d'énergie qui est dépensée par le patient. Parce qu'un patient qui met trop d'énergie pour s'équilibrer ne va pas pouvoir déchiffrer des lettres. C'est une double tâche, on en parlera dans la rééducation, dans la dernière présentation. C'est une double tâche cognitive. Donc cette acuité visuelle dynamique, elle se mesure, hein, ça se fait automatiquement. Donc on va choisir les stimulations visuelles sur l'ordinateur en fonction de ce qu'on veut tester. C'est un des rares moyens objectifs de diagnostiquer objectivement les oscillopsies quand les patients se plaignent. Surtout quand vous avez un patient qui est un simulateur potentiel. Il vise d'un sur la forme. Oscillopsie, c'est improuvable. On peut être VHIT, mais bon, on ne sait jamais. Là, vous êtes sûr que c'est ça. Non, on peut rarement tricher sur l'examen d'acuité visuelle dynamique. Voilà, donc soit ça, pour les enfants, mais pour les gens qui ne savent pas lire, soit des lettres, etc. Les Kodiak. Alors les Kodiak, on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup. C'est très intéressant, et surtout puisqu'on voit aujourd'hui les lumières. C'est un examen qui n'est pas invasif, vraiment qui n'est pas invasif, qui est très facile d'utilisation. Alors, ça va tester les cellules ciliées externes. Et les cellules ciliées externes, on part du principe que dans la maladie de Ménière, elles vont être sous pression, donc elles vont moins bouger, donc il y aura un déphasage de leur excitabilité. Et quand on va une augmentation de pression du LCR qui va se transmettre à la cochlée par la conduite cochléaire et qui va aggraver l'hyperpression de la Ménière. Donc on fait un patient couché, un patient debout, on mesure des glycodia et on va voir s'il y a un déphasage, après des valeurs, que je ne connais pas par cœur. Mais on va mesurer un temps de réponse. Temps de réponse de l'écodia, qui est l'image de la pression régnant dans la périlymphe. Et donc c'est un diagnostic positif d'hydrops. C'est même le seul examen qui nous permet de faire un diagnostic positif d'hydrops avec l'IRM. C'est un examen. Donc l'écodia, c'est extrêmement intéressant. Entre autres, il peut faire plein d'autres choses. Mais pour ça, le déphasage des auto-émissions acoustiques ou même des potentiels microphoniques. Le T-flag, ça je pense que vous en avez déjà parlé, parce que je suis sûr que vous avez déjà vu les présentations de Vincent Darou ou de Valérie Franco-Vidal dans une équipe. C'est un peu plus ancien, 93, par le docteur Kamikaze. Ça mesure la fréquence de résonance du gamin annulaire. Pourquoi 2000 Hz? La 2000 Hz, c'est évident. 2000 Hz est la fréquence de résonance de l'oreille moyenne. C'est la fonction de transfert maximale, c'est là où le RIN est le plus pincé quand on a une solidité de transmission, lorsque la chaîne est bloquée. Donc bien évidemment, indirectement, cette fréquence de 2000 Hz, c'est un reflet de l'élasticité de l'étrier. Et donc si on peut considérer qu'il y a une hyperpression derrière le vestibule sur l'étrier,
on aura un relatif blocage, mais c'est extrêmement faible, donc c'est pas ça qui va entraîner un vide endométrique. Remarquez ça. Donc, ce T-flag, c'est une impédance métrique tout simplement, à 2 kHz, avec un algorithme qui nous modifie, on met une pression, et ce qu'on mesure, c'est cette valeur G d'un décalage de phase. On a une courbe de ce type-là, et on a un décalage de phase qui fait qu'on a un test qui est positif ou négatif, qui est un signe indirect d'hyperpression dans l'endométre. Et maintenant, avec l'échodia, c'est un tout petit peu moins précis. Donc, c'est très spécifique. Le problème, c'est que c'est peu sensible. Et lorsqu'on regarde un petit peu, c'est une diapositive de Vincent Darrouzet qui m'avait donné, cette valeur G de 1000, par rapport, donc ça implique à 235 pascal, je voulais marquer, je vous donnerai les plantations, c'est pas un souci. Vous regardez que la sensibilité entre les témoins et les minières symptomatiques est d'environ 52%, donc c'est pas énorme. Donc il faut vraiment que vous ayez déjà le faisceau clinique de minières pour aller sur l'impédance. Par contre, c'est extrêmement spécifique. Donc on va récupérer beaucoup de patients qui sont vraiment de minières. Par contre, si on prend un grand panel de patients avec des symptômes un peu divers et variés, ça va être un peu moins sensible. Donc ce n'est pas un examen que vous pouvez prendre de manière isolée dans l'histoire. Venons-en au scanner et aux IRM. Non, on ne fait pas encore ça. Bon, l'intéressant, c'est que le T-flag, donc ce test-là, je vous rappelle, ce test-là a été démontré comme corrélé aux IRM 3 Tesla. On verra que les IRM 3 Tesla permettent indirectement, avec une injection de gadolinium, soit dans la caisse du tympan, soit par les veines, indirectement de mesurer la dilatation endolymphatique, donc directement de voir le ménière, de voir l'hydrops. Et donc c'est clair que, on voit, c'est logique, si c'est une spécificité de 94%, c'est logique que l'IRM qui le montre ait une corrélation avec ça. Donc c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, l'imagerie de ménière, parce qu'on en vient à ça. Scanner et IRM cérébral centré sur la porte cérébelleuse, c'était le minimum que vous devez demander devant tout ménière. Tout ménière doit avoir un scanner, tout ménière doit avoir une IRM. Pourquoi? Pour éliminer on diagnostic de fistules périlymphatiques ou de fistules aberrantiques et les fractures transaberrantiques, on va pouvoir voir qui sont passées inaperçues, anciennes, et des malformations d'oreille interne. N'oubliez pas qu'une malformation d'oreille interne, comme un pain de raide par exemple, une dilatation de l'aqueduc du vestibule, va entraîner une hyperpression du LSTR et mimer un ménière. On peut tout avoir, une soluté mixte, une soluté neurosensorielle, une soluté sur les fréquences graves. N'oubliez pas que lorsqu'on est à la recherche d'une malformation, et on en parlait ce matin, Alexia, est indispensable pour rechercher une malformation qui peut mimer une maladie ménière. Les IRM, elles sont très intéressantes pour le diagnostic différentiel. Une lésion rétrocochléaire, vous verrez les images, une hémorragie intralabyrinthique, un conflit nerveux. Ces trois symptômes-là, les trois cadres syndromiques, peuvent tout à fait mimer un ménière. Quoi de neuf? Le quoi de neuf, c'est le CONBIN. L'IRM 3 Tesla avec du gado transpneumonique ou du gado intradéculaire. Alors, pourquoi le CONBIN? Alors, je ne vais pas vous faire, on n'a pas trop de temps, 23 minutes, je suis déjà overtime, on dit. C'est le CONBIN, vous retenez que c'est l'examen de référence pour les déhiscences du canal semi-circulaire supérieur. Et je vous le dis, je ne vous le compare pas. Donc, quand on fait les staff radio, les scanners 32 ou 64 barrettes sont trop irradiants et ont trop d'artefacts, ne peuvent pas. C'est-à-dire que si on vous dit il y a un canal semi-circulaire déhissant douteux à un scanner normal, vous ne pouvez pas le croire. C'est possible, vous ne pouvez pas le croire. Soit il est vraiment pas douteux, là vous êtes tranquille, soit c'est douteux, et seul le CONBIN vous permet d'être affirmatif sur l'absence d'os au-dessus du canal semi-circulaire supérieur. C'est ça que vous devez retenir. Quel type de CONBIN? Quel type? Pour le CONBIN, vous avez quel type de CONBIN? N'importe quel CONBIN peut le faire. Le seul problème, c'est que ce n'est pas remboursé en France. Pas le dentaire. Voilà. Que ce soit un dentaire, ça marche aussi. Hein. Non. On peut le faire aussi. Non, mais remarque, peut-être la marque aussi, elle est importante. La marque n'est pas forcément importante parce que c'est en fait le principe de CONBIN, c'est d'avoir une irradiation qui est moins importante, donc qui est moins artefactée par une os labyrinthique qui est très dense. Donc en fait, c'est peu important. Mais il y a des marques qui sont plus importantes que d'autres. Je ne suis pas un grand spécialiste des marques de radiologie. En tout cas, le message clé, c'est ça. Au moins vous irradiez, au plus vous tournez autour, au moins l'os labyrinthique va vous artefacter. Je suis désolé, je n'ai pas trop les mains. Vous voyez une dilatation de l'aqueduc du vestibule. Comment on sait que c'est une dilatation de l'aqueduc du vestibule? Vous prenez la croûte qui passe par le maximum d'aqueduc et vous la comparez au diamètre du canal semi-circulaire postérieur. Si c'est égal ou supérieur au diamètre, c'est pathologique. Pas forcément symptomatique, parce que vous pouvez le trouver chez quelqu'un qui n'a rien, mais c'est pathologique. Donc, les IRM, alors là, nos Japonais se sont éclatés avec les IRM.
Je pense que c'est ce qu'on a le plus publié sur les IRM gadolinium, pas gadolinium. Ils ont fait un travail quand même qui est assez intéressant. Vous voyez que les patients sains, il y a une prise de contraste d'un gadolinium transtympanique qui va diffuser à travers la membrane à fenêtre ronde et qui va imprégner l'ensemble du labyrinthe antérieur et postérieur. Et c'est un patient symptomatique avec une fenêtre sain, avec une fenêtre dysperméable. Donc la fenêtre n'est pas perméable, vous avez une absence de gadolinium. Donc ça peut être un faux ménière. Donc il faut quand même se méfier que tous les patients n'ont pas une membrane de fenêtre ronde perméable au gadolinium. Ceci étant dit, lorsqu'on a quelque chose de perméable, donc si c'est sensible, on verra que le travail est peut-être un peu plus intéressant, vous voyez qu'on a une dilatation endolymphatiques. Ici, on a le vestibule. Donc on aura moins de gadolinium dans le vestibule, le canot et la boucle, avec une forme encore plus importante, cochléaire. Vous voyez qu'il y a quasiment un effacement du signal cochléaire, parce que l'endolymphe est complètement ballonisé. Donc je crois que c'est l'examen de référence pour affirmer de manière histologique, c'est l'histologie, hein, c'est l'histologie à l'imagerie, un médium. Et donc, après injection intraveineuse, ça semble quand même plus simple, et on a exactement les mêmes images, avec une ballonisation, même on fait des scores de fusion, vous avez une ballonisation, et donc vous avez un effacement du signal labyrinthique dans le gadolinium. Donc ça, je pense que l'IRM aujourd'hui 3 Tesla, et bientôt 7 Tesla, va être la référence pour le diagnostic positif d'un hydrops. L'IR, c'est un cadre syndromique. L'hydrops, c'est une maladie qui l'entraîne. Donc, un patient ménière au total. Il a comme objectif d'affirmer et affiner le diagnostic positif, surtout pour les formes atypiques. On peut la distinguer de ces principaux objectifs différentiels qui sont la fistule, les troubles pressionnels du liquide cérébrospinal qui sont le CARI, le syndrome d'hypotension de l'FCS, c'est un peu complexe, j'en ai pas trop parlé, l'étirement de la fosse postérieure et de la région du sac, et les conflits vasculaires. Et ça, c'est quelque chose que nous avions démontré avec Vincent Darrouzé. Nous avions repris tous les cas de méningiome, et ce type de méningiome, ici conjunctif interne, le sinus latéral, le sac est ici. Ces méningiomes ou ces tumeurs qui vont irriter le sac endolymphatique miment des vrais ménières. Donc on peut avoir un ménière unilatéral typique, il faut qu'il ait une IRM, parce qu'on peut avoir un méningiome de cette taille-là. N'oubliez pas ça. Petit message. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut définir le côté, et surtout, on va un bilan complet avant un traitement destructeur. Donc je vous résume ce qu'on s'est dit. Il faut un interrogatoire, il faut un examen clinique, otoscopie, un examen neuro et une VNS. Il faut basculer tout patient symptomatique de vertige pour éliminer des cristaux, obligatoire. Il faut une audiométrie, tonale, vocale et une impédance métrique. On peut faire une audiométrie positionnelle, j'en ai pas trop parlé, j'en parle maintenant, parce que l'audiométrie positionnelle va vous permettre de faire un diagnostic de fistule, c'est très positif. L'audiométrie positionnelle, vous faites l'audiométrie debout, comme d'habitude, après vous couchez le patient 30 minutes, il faut que vous ayez une perte de plus de 10 décibels sur 2 fréquences consécutives. Vous voyez ce patient, cette patiente, c'est une patiente, avant et après. Vous voyez clairement, on a fait droit et gauche, donc elle passe 1h30 dans la cabine, il faut le siège de l'EMS. Vous voyez que là, on n'a aucun doute sur un diagnostic de fistule périlymphatique. Pourtant, les symptômes étaient peut-être méniériformes. Vous voyez la forme de la courbe, regardez. Courbe ascendante, notamment à droite, c'est tout à fait un ménière droit. Donc méfiez-vous de ça. Qu'est-ce qu'on veut pour vous dire que les signes de fistule périlymphatique, c'est-à-dire une audiométrie positionnelle positive, sont dans 30% des ménières. Parce qu'on pense qu'il y a une fibrose interstitielle intralabyrinthique qui va tirer un petit peu, et donc quand on va pencher, ça va tirer sur l'utricule et le macule, et ça va modifier les symptômes. Donc ça peut exister, donc méfiez-vous de ça. N'oubliez pas qu'un ménière peut avoir un pseudorine, c'est pour les plus jeunes. N'oubliez pas que la pression endolymphatiques peut bloquer un peu l'étrier, on l'a vu dans le test EFLAG, et donc on peut avoir un petit rythme de 15-20 dB, pas plus. 15-20 dB sur les basses fréquences. Alors ça peut être une erreur de masquage, mais ça peut être aussi un vrai RIN de ménière, et ce n'est pas incompatible avec le diagnostic. Ensuite, il faut l'ensemble du bilan, VNG, PO, cervicaux et oculaire, une verticale visuelle subjective, on en parlera dans la rééducation, un VHT version bleue, et à mon avis, une posturographie, ce patient a une instabilité. Il faut un échodia, il faut un T-flag, et éventuellement le test au monitor. On n'en a pas parlé, parce que nouveauté, alors vous voyez, il y a beaucoup d'examens, comme ça on le fait revenir 3 fois, et ça fait un peu d'argent. Mais je crois que c'est le bilan qu'on fait à tout patient ménière, c'est ça. Donc, je vous rappelle le monitor, 500 cc à 10% en 4 heures, positif que dans 60% des cas. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, et je vous le dis honnêtement, on ne le fait plus.
du tout dans le service, ni en consultation. On ne fait plus de tests au Manitoul. Avec l'ICODIA, une IRM, un scan et le reste des examens, on s'en sert. Surtout que c'est un peu dangereux, il faut faire le nomogramme, etc. On le fait que si on veut être sûr. Donc là, l'imagerie, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Donc en conclusion, on est très très fort, les ORL, soyons très très fiers de nous. On est plus fort que les neurologues. On peut quasiment plus tester, on peut aller chercher n'importe quel récepteur vestibulaire dans l'oreille, les 5 capteurs plus les 2 nerfs vestibulaires inférieurs. On a un intérêt pour donner ce différentiel de la même manière, le fait qu'on puisse